Grégoire Wallenborn est philosophe et physicien de formation. Docteur en sciences de l'environnement, il travaille à l'IGEAT, l'Institut de gestion et d'aménagement du territoire, depuis 2002. Ses recherches portent principalement sur l'étude de la consommation domestique d'énergie sous plusieurs aspects. Il a coordonné et participé à de nombreux projets de recherche interdisciplinaires avec des sociologues, ingénieurs, designers, économistes, physiciens et aussi des organisations de consommateurs, des entreprises et des consultants. Plus récemment, il s'est lancé dans des recherches transdisciplinaires avec des citoyens et des associations autour de la demande domestique d'énergie. De manière générale, il s'intéresse aux questions qui croisent environnement, technologie et vie quotidienne. Il donne également cours sur les relations sciences-société. Bonjour Grégoire, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une question. Quel est l'impact de la transition énergétique sur les inégalités sociales ? Bon, ce n'est pas un sujet extrêmement facile. J'aimerais bien peut-être revenir un peu en arrière et nous demander qu'est-ce que c'est la transition énergétique, et pour comprendre l'ampleur du travail qu'il va falloir accomplir. Des historiens ont montré qu'en fait, au niveau global, il n'y a jamais eu de transition énergétique. Aujourd'hui, on consomme autant de biomasse qu'au XIXe siècle, on consomme plus de charbon, plus de gaz, plus de pétrole, et donc toutes les sources d'énergie n'ont fait que s'additionner les unes aux autres, et toutes sont à peu près en croissance. Donc quand on parle aujourd'hui de transition énergétique, c'est faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité, puisque là, on va devoir vraiment faire de la substitution et plus juste de l'addition de nouvelles sources. Jusqu'à présent, les sources renouvelables sont ajoutées au mix énergétique. Et ça signifie une transformation radicale de la société, puisque l'énergie, on en a besoin pour toutes nos activités, et qu'il y a en plus une corrélation assez forte entre énergie et PIB, au niveau global, en tous les cas. Si on tient compte des importations de carbone et ces choses-là. Donc, je pense que quand on parle d'inégalité sociale, il faut bien voir à quelle échelle on parle. Parce qu'en termes mondiaux, les inégalités sont faramineuses, évidemment. Et il y a une corrélation extrêmement forte entre les inégalités sociales, en tout cas entre le revenu et la consommation d'énergie. Ça, c'est très manifeste au niveau global. Dans nos sociétés, c'est ce qu'on observe aussi. C'est surtout la mobilité, d'ailleurs, qui crée cette inégalité dans la consommation d'énergie, un petit peu dans l'électricité et dans le chauffage également, si on s'en tient juste au ménage. Puisqu'après, il y a évidemment encore toute l'industrie qui consomme beaucoup. Donc, qu'est-ce que la transition énergétique va faire sur les inégalités sociales? Ça va dépendre d'énormément de facteurs. En tous les cas, la transition énergétique, ce n'est pas juste une question de technologie. On va avoir besoin évidemment de déployer des tas de nouvelles technologies, mais c'est aussi une question de demande d'énergie qui va devoir se réduire. Quand on regarde tous les scénarios 100% renouvelables à 2050, on doit diminuer au moins par un facteur 2 notre consommation d'énergie actuelle, et c'est certainement beaucoup plus dans nos pays dits développés. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque que finalement les plus nantis continuent à s'accaparer cette ressource, tandis que la pression se passe plutôt sur ceux qui ont moins de ressources aujourd'hui. Et pour essayer de comprendre comment on pourrait faire une transition énergétique qui soit juste socialement et aussi écologiquement équilibrée, j'aime bien utiliser le scénario négawatt. Négawatt, c'est quoi? C'est sobriété, efficience, renouvelable. Et dans cet ordre-là, c'est important de partir de la sobriété, c'est-à-dire d'abord de ce dont nous avons besoin. Quels sont nos besoins en énergie? Comment on peut les réduire au minimum tout en satisfaisant une série de besoins élémentaires? Comment on peut adapter la demande d'énergie à ce qu'on pourrait décider démocratiquement qui est essentiel? Et puis, une fois qu'on a décidé ça, on regarde quelles sont les meilleures technologies à disposition pour produire et surtout transmettre l'énergie de manière la plus performante, la plus efficiente possible. Et puis après, on regarde combien d'énergie renouvelable il nous faut pour tout ça. Avec évidemment toute la question de l'intermittence. Parce que ça, c'est, je pense, un autre sujet qui n'est peut-être pas toujours bien abordé, c'est la question de la temporalité de l'énergie.
Aujourd'hui, on imagine transition énergétique par substitution où on va finalement pouvoir continuer à avoir le même flux constant d'énergie, enfin constant, on sait qu'il varie d'un jour à l'autre, enfin sur 24 heures et d'une saison à l'autre. Moi, je pense qu'on n'aura pas tous les moyens de stockage nécessaires et qu'il va falloir peut-être adapter la société à l'énergie disponible, avec une base évidemment nécessaire pour satisfaire les besoins essentiels. Et donc ça veut dire que c'est en fait une révolution complète. Et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit juste socialement? C'est un enjeu énorme, vu qu'aujourd'hui on n'y arrive déjà pas beaucoup. Okay, merci, ça a l'air très complexe. Comment tu l'as abordé? Évidemment, les inégalités sociales au point de vue global sont déjà faramineuses. Mais comment est-ce que nous, ici en Belgique, on peut essayer de prendre en compte ces aspects dans les décisions, aussi bien dans le privé que dans les secteurs publics? Comment prendre ces aspects sociaux en compte ici, dans notre société? Donc on parle bien des ménages. Hein, des ménages. Alors, peut-être qu'il faut juste rappeler quel est le taux de précarité énergétique. Le taux moyen en Europe était, avant l'augmentation drastique des prix de l'énergie, autour de 20%, 20% aussi en moyenne belge, mais plutôt 27% à Bruxelles. Aujourd'hui, on peut supposer qu'on est bien au-delà de ça. Donc c'est énorme. En fait, peu de gens se rendent compte. Ça veut dire plus d'un ménage sur 4, avant l'augmentation des prix, était en précarité énergétique. Ça veut dire quoi, être en précarité énergétique? C'est des ménages qui n'ont pas assez de revenus pour se payer des services qu'ils estiment indispensables, comme de la chaleur ou de l'électricité. C'est des ménages qui souvent vivent dans des logements mal isolés, ils sont locataires, ils n'ont pas beaucoup de prise là-dessus, ou alors c'est des ménages qui sont dans une sobriété imposée, ce qui est très différent de la sobriété choisie, où ils grelottent chez eux parce qu'ils n'ont pas assez de chaleur. Donc il y a différentes manières de calculer la précarité énergétique. C'est toujours des estimations, évidemment, mais c'est extrêmement important. Et dans le cadre de la transition énergétique, on sait qu'il y a plusieurs types de leviers qu'on peut actionner pour continuer à avoir accès à l'énergie. Hein, on peut effectivement faire de la sobriété, mais alors elle doit être choisie, elle doit être reposée sur un libre choix, elle ne doit pas être imposée. Mais ça, ces ménages, ils sont déjà, les ménages en précarité énergétique, ils sont déjà vraiment en dessous du seuil. Ou bien alors il faut faire des investissements dans l'isolation, des investissements dans des machines, dans des chaudières plus performantes, dans des sources d'énergie renouvelable. Et ça, il faut avoir les revenus et les ressources, ce que les ménages n'ont pas. D'où la question de savoir effectivement, c'est qui peut prendre en charge ces investissements si une partie des ménages ne peut pas le faire. Et du coup, comment est-ce que le gouvernement et le citoyen peuvent contribuer à l'inclusion de toutes les classes sociales dans cette transition? Oui, c'est une vaste question, évidemment. Donc, comme je le disais, il faut investir tout en interrogeant aussi les besoins. Je pense que si les inégalités restent aussi importantes, ça va être très compliqué. Hein, donc, il faut d'une certaine manière que ceux qui aujourd'hui consomment le plus d'énergie réduisent leur consommation et que donc libèrent d'une certaine manière de l'énergie pour les autres, puisqu'on parle d'un stock fini, évidemment. Même si les flux d'énergie sont renouvelables, il y a des limites à l'énergie disponible. Donc il faut diminuer les inégalités en demandant aux plus nantis qui ont la possibilité d'investir, de réduire leur consommation. Ça, c'est extrêmement important. Si on laisse uniquement les mécanismes de marché opérer, on sait qu'on va juste continuer à accroître les inégalités sociales. Les instruments de marché sont efficaces à court terme, mais ils sont toujours injustes. Donc si on veut effectivement rencontrer une demande de justice sociale, il faut penser en termes de redistribution.
de redistribution d'un stock fini d'énergie, ça veut dire, et aussi d'autres ressources qui sont nécessaires pour l'isolation, pour faire les infrastructures, les machines dont nous avons besoin. Et ce stock est de manière perceptible de plus en plus fini. Hein, on voit bien qu'on arrive à certaines limites planétaires en termes d'extraction de métaux. Donc il va y avoir des tensions de plus en plus fortes. Comment on fait des politiques redistributives? Ou bien on prend l'option de corriger le marché, mais alors c'est des mécanismes extrêmement compliqués, on complexifie le système. Ou bien on peut aussi dire que c'est l'État qui doit prendre d'un côté pour redonner de l'autre. On peut imaginer, ça certains font des recherches là-dessus, des systèmes de quotas, où chacun aurait, alors on parle plutôt en général de quotas carbone, donc chacun aurait un quota maximum chaque année qui diminuerait au fil du temps, quota qui peut éventuellement être échangeable entre individus, ça c'est des discussions aussi un peu idéologiques certainement, qu'il y a derrière tout ça. Et puis on peut aussi imaginer encore d'autres alternatives qui sont en train de se développer, qui ne sont ni le privé ni l'État, mais un tiers secteur qu'on appelle souvent les communs, c'est-à-dire c'est des ressources qui sont gérées par des communautés. Chaque communauté édicte ses propres règles pour savoir qui a accès, comment à la ressource, et c'est ce qu'on voit se développer aujourd'hui progressivement dans les communautés d'énergie, même s'il y a aussi des dévoiements que moi je peux observer dans le déploiement de ces communautés d'énergie. Mais si on veut un peu rêver, il me semble qu'un joli modèle, ce serait que l'électricité qui est produite localement soit considérée comme un commun qui appartient aux habitants du quartier où l'électricité est produite et qu'ils doivent donc eux-mêmes décider des règles de répartition de cette électricité entre eux. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la gestion d'un commun. Et comment est-ce qu'on peut mettre en pratique la justice sociale? Ah, bonne question. D'abord, peut-être qu'il faudrait comprendre comment les injustices sociales sont produites en relation avec l'énergie. Aujourd'hui, avoir accès à l'énergie donne une capacité d'agir sur le monde bien plus considérable que ceux qui n'ont pas d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on a pu observer en termes d'inégalité sociale? C'est que les riches ont en général plus de capacité à échapper aux dégradations environnementales qu'ils subissent. Hein. Donc, dans la perspective d'une adaptation au changement climatique, ils vont pouvoir déménager. Les plus nantis sont aussi souvent les mieux éduqués, les plus à même à orienter le débat public vers les intérêts qui les avantagent. Ce sont eux qui peuvent cadrer les normes sociales. En général, c'est les couches supérieures qui disent comment on doit consommer. Donc, on l'a vu avec les voitures, avec les yachts, aujourd'hui avec les jets privés, c'est eux qui tirent toujours plus haut les standards de consommation. Les plus nantis savent s'organiser pour donc faire peser finalement le débat public et les règlements en leur faveur. Donc, comment on peut, à partir de ce constat assez déprimant, essayer de rétablir une justice sociale? C'est en général en mobilisant 3 principes de justice. Il n'y a pas que le principe de justice redistributive dont je parlais un peu plus tôt. La justice redistributive, c'est simplement redonner du pouvoir d'agir finalement à l'ensemble de la population. Mais il y a aussi un pouvoir, ou plutôt un principe de justice qui est celui de la reconnaissance, c'est-à-dire admettre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en précarité énergétique, que c'est extrêmement choquant de voir des ménages qui souffrent du froid en Belgique, qui vivent dans des logements complètement insalubres. Donc, c'est reconnaître une problématique, et ça, ce n'est pas toujours gagné. C'est souvent des groupes plus actifs, plus militants, qui doivent aller porter ce combat.
Et puis, il y a un troisième principe, qui est plutôt un principe de justice procédurale, c'est de faire participer les gens concernés aux discussions et à la prise de décision. C'est tout ce qu'on appelle alors plutôt une démocratie participative, même si ce terme est à la mode et veut dire beaucoup de choses. Mais c'est l'idée que les premiers concernés doivent avoir leur mot à dire sur les décisions qui les concernent au premier chef. Donc, faire de la justice sociale, ce n'est pas uniquement faire de la redistribution, c'est aussi inclure les publics concernés, d'abord identifier les publics concernés et puis les inclure dans le processus de décision. Merci beaucoup Grégoire de nous avoir éclairé sur d'abord questionner le besoin et questionner notre consommation et ensuite nous avoir parlé des aspects sociaux et de la prise en compte de ceux-ci dans une transition et d'avoir terminé sur des coopératives d'énergie citoyenne. La semaine prochaine, nous recevrons le professeur François Quitin pour parler du numérique, de sa place dans la transition et des menaces derrière son utilisation croissante.